Alors, so I have a dilemma now. Should I speak French or should I speak English? French? Nobody is an English speaker? Nobody. OK. Donc, je vais parler en français, ce qui est quand même assez... Je vais faire de mon mieux. Alors, donc, je remercie tout d'abord Jean-François de me donner la parole. J'espère que je vais pouvoir illustrer certaines parties de son cours. Il a parlé de tubes, on l'a entendu encore aujourd'hui. Il a parlé de réticulum, il a parlé de moteur moléculaire. Je vais essayer de vous montrer comment... Donc moi, je vais être la seule expérimentatrice physicienne qui donne un séminaire après les cours de Jean-François. Donc je vais illustrer qu'une petite partie de ces cours avec des expériences sans cellules, avec des systèmes purement reconstitués. Et voilà, donc je vais commencer par vous montrer à nouveau des images que vous avez déjà vues de réticulum endoplasmique. Donc vous avez vu cette image la semaine dernière. Ce que je vous montre là, c'est que, en fait, dans les cellules, il y a beaucoup de tubes membranaires qui sont formés. Donc là, celui-ci, je vais le faire rejouer. Donc, ce que vous voyez là, c'est la membrane de l'appareil de Golgi qui est fluorescent. En rouge, on a les microtubules. Et on voit qu'il y a plein de petits tubes qui sont formés à partir du Golgi. Là, vous avez vu donc, dans le réticulum endoplasmique, si on ne tient pas trop compte des petites boursouflures, on a en gros une grande partie qui est tubulaire. Et ce que vous pouvez voir là, c'est la membrane du réticulum qui est violette et les microtubules qui sont verts. Et donc vous voyez que très souvent, si vous regardez, il y a coexistence entre les tubes et les microtubules. Donc là, ce que vous voyez, c'est un autre type de cellule. Une autre question, en fait, c'est une toxine qui s'appelle la toxine de Shiga, qui est marquée en rouge. Et ce que vous voyez, c'est que quand cette toxine rentre dans la membrane, vous voyez aussi plein de tubes rouges. Ça correspond aux structures membranaires qui sont impliquées dans l'entrée de cette toxine dans les cellules, lorsque la cellule est un peu déplétée en ATP. Là, vous voyez qu'aussi, à l'intérieur, il y a des petits compartiments qui ont une forme de vésicule, qui s'appellent les endosomes. Et ces endosomes, on avait entendu parler dans le premier séminaire par Marie Lozérial. Vous voyez que ces petits endosomes, si on regarde avec la microscopie électronique, ils ont souvent des petites protrusions tubulaires qui permettent effectivement, une fois qu'elles sont coupées, former des vésicules qui vont permettre de transporter des protéines, des lipides, des endosomes vers d'autres compartiments. Et vous voyez aussi la membrane des mitochondries est aussi une grande structure tubulaire qui est très dynamique et qui est à l'intérieur des cellules, qui recouvre les cellules. Donc, on vous a déjà dit... C'est la membrane, le vert là ? Je ne sais plus ce qui est marqué là. C'est la membrane des mitochondries, ça, oui. Il n'y a pas deux membranes ? Oui, bah voilà, on n'a pas la résolution. Je ne sais pas ce qui est marqué là. Mais en tout cas, l'idée, c'est de donner la morphologie. Après, c'est plus compliqué que ça, mais en fait, en tout cas, la morphologie, globalement, c'est des tubes. Donc, ce que vous avez dit, Jean-François, dans un de ses premiers cours, je ne sais plus lequel, en fait, il vous a dit que si vous prenez une membrane peut être quelque chose de simple, ça peut être un liposome. Un liposome, c'est formé d'une seule bicouche. Là, ce que vous voyez, c'est qu'on peut faire, et vous a montré tout à l'heure, on peut faire on appelle les liposomes géants. Et on a Miglena qui est là, qui est la première qui a réussi à faire des vésicules géantes unilamellaires avec une seule bicouche. Et si on exerce une force locale sur ces bicouches, on forme donc un tube. Et disons, ce n'est pas à l'échelle, mais ce que vous voyez, c'est que vous avez une continuité entre la vésicule et le tube ici. Donc, et si vous voulez vous visualiser ça avec des simulations, vous voyez que là, vous avez un tube qui a été formé en exerçant une force, et vous avez une section de ce tube dans le cadre des simulations. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Et maintenant, la question, c'est dans les cellules, on n'a pas de pince optique. Qu'est-ce qui tire ? Qu'est-ce qui peut bien tirer les tubes que je vous ai montrés au début de mon exposé ? Donc je vais commencer par des choses qu'on a fait il y a très longtemps. Ça commençait par un étudiant, à l'époque était Aurélien Roux, maintenant qui est un brillant chercheur et qui est à Genève, Cécile Leduc qui a continué, qui est maintenant chercheur à l'Institut Jacques Monod. Et c'était quelque chose que j'avais fait en close collaboration avec Bruno. C'était ma première expérience en fait en biophysique.
Et pour la théorie, on avait collaboré avec O.J. Campas, qui était aussi étudiant à l'époque, maintenant brillant chercheur aussi de son côté, Jean-François et Jacques. Donc, la question qu'il y avait à l'époque, en fait, elle était venue du fait que dans les fin des années 90, en fait, les biologistes ont pu commencer à regarder des cellules d'un point de vue dynamique. Et avant, ils n'avaient jamais vu des cellules, ils n'avaient jamais vu des tubes dans les cellules parce qu'ils faisaient des coupes de microscopie électronique. Et d'un seul coup, ils ont eu une révélation. D'un seul coup, ils ont vu des tubes un peu partout dans les cellules. Et en particulier, s'ils regardaient une cellule vivante, alors ce qu'on voit là, c'est en rouge, on a le microtubule, c'est le bord d'une cellule. On voit qu'il y en a plein de tubes de membranes, c'est la membrane du IR. Vous voyez que ces tubes, ils poussent le long des microtubules. OK ? Et donc, c'est des choses qui avaient été vues dans le réticulum endoplasmique, et je vous ai montré tout à l'heure, donc vous avez vu tout à l'heure ce film-là, mais aussi Bruno, dans son équipe à l'époque, avait montré que si on marquait la membrane du Golgi, on voyait plein de tubes qui émanaient du Golgi et donc qui permettaient de transporter des protéines et des lipides, et ça c'est un autre film aussi de l'époque. Donc, à l'époque, c'était possible aussi de vérifier si les microtubules étaient importants, si les moteurs étaient importants. Donc, ils avaient fait des expériences et ont montré que si ils supprimaient les microtubules avec des drogues ou ils inhibaient certaines protéines, on a entendu parler des kinésines par Jean-François, donc dans ces cas-là, on n'avait plus de tubes. Donc, ça suppose qu'il ne fallait pas simplement le réticulum, mais que quand même, pour générer ces tubes, il fallait des moteurs qui potentiellement pouvaient tirer sur ces membranes. Donc, je vous rappelle que les microtubules, c'est des filaments composés de tubulines. C'est des filaments très rigides qui s'assemblent. Alors, vous voyez une image de microscopie électronique et vous voyez là un schéma. Et ces filaments sont polarisés. On peut définir un bout plus et un bout moins. Et la taille, le diamètre de ces assemblages, c'est 25 nanomètres. Donc, sur ces microtubules, il y a un certain nombre de protéines qui peuvent se déplacer. On a entendu parler des moteurs moléculaires, on a entendu parler de la fameuse kinésine 1. La kinésine 1, donc là, c'est un petit schéma qui vous montre les deux pieds de la kinésine qui se déplacent sur le microtubule. Et dans ces cas-là, il n'y a rien d'accroché, mais on peut imaginer qu'on a, comme avait décrit Jean-François, une grosse vésicule qui peut être accrochée à ce moteur. Et donc, ces moteurs, lorsqu'ils sont sur un... Alors, c'est vraiment un truc tout simple. Ce moteur, vous voyez, quand il est sur ces protofilaments, en fait, il se déplace le long d'un seul filament et il se déplace tout droit. Et quand il se déplace, en absence de force, il peut faire typiquement 100 pas. Et après, il se détache. Il y a une probabilité d'attachement dont va parler Jean-François, une probabilité de détachement, et typiquement, pour cette kinésine, c'est 100 pas. Alors, il faut que je vous rappelle un petit peu des propriétés qu'avait évoquées Jean-François. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces kinésines, accrochées à une membrane, vont être capables de former les tubes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc pour ça, il faut que je vous rappelle quelques propriétés des kinésines. Donc les kinésines, donc ces moteurs qui se déplacent, on peut regarder facilement, c'est pas très compliqué, c'est des choses qui ont été faites maintenant depuis pas mal d'années, on peut regarder leur déplacement en ajoutant une petite particule qu'on peut détecter soit par fluorescence, soit par microscopie de phase, par exemple. Et si on rajoute une petite bille et qu'on regarde le déplacement de cette bille, on peut avoir une idée de la vitesse du moteur qui est accroché, du déplacement du moteur qui se déplace sur les microtubules. Donc dans cette expérience, on a des microtubules qui sont sur la surface, et vous voyez donc cette bille qu'on peut suivre. Et la vitesse qu'on avait mesurée à l'époque, c'était à peu près 600 nanomètres par seconde, en général. Donc ça, c'est en absence de force. Maintenant, Jean-François avait évoqué ce fait, c'est que dire que si maintenant on exerce une force, alors imaginez qu'on fasse une expérience, imaginons par exemple avec une pince optique, on exerce une force opposée au mouvement des moteurs. Vous voyez que quand la force est dans le même sens, le moteur ne peut pas aller plus vite, ça c'est dans le sens de son déplacement, et quand on va dans l'autre sens, on a une force négative, vous voyez que la vitesse diminue jusqu'à cette valeur de 6 piconewtons, à laquelle le moteur est arrêté. Et cette force, ça s'appelle la force d'arrêt ou la stall force en anglais. Donc c'est 6 piconewtons. D'autre part, ces moteurs, ils ont une probabilité de se détacher.
Donc la probabilité de détachement avait été mesurée par Ronneveil en particulier. Et donc vous voyez, c'est en gros une demi-seconde à peu près le taux de détachement en absence de force. Maintenant, vous imaginez aussi que si vous exercez une force dans le sens opposé de son déplacement, le moteur va se détacher plus facilement. Okay, donc, et donc la dépendance de la probabilité de détachement avec la force, qui est F0 ici, vous voyez, c'est quelque chose qui varie exponentiellement, donc ça varie très rapidement, et A, c'est une distance, c'est à peu près le pas du moteur. Donc, vous voyez, donc, elle va se détacher beaucoup plus facilement dès qu'on aura une force dans le sens opposé. Et puis, bien sûr, il y a une probabilité d'attachement. Et donc, dans les cas où je vais considérer moi, le moteur ne va pas être en solution comme dans les expériences que décrivait Jean-François, mais mon moteur va être attaché à une membrane et il va avoir la capacité attachée de façon permanente à la membrane de s'attacher et de se détacher, de se réattacher. Et cette quantité-là, on ne la connaissait pas auparavant. Donc, en fait, ce qu'on s'est dit à l'époque, il y avait beaucoup de gens impliqués dans l'histoire, il y avait Bruno, Aurélien au départ, après Cécile et Jacques, on s'était dit, on va faire un système très simple, on va essayer d'accrocher ces moteurs moléculaires sur une vésicule géante, on va mettre des microtubules sur une surface de verre, et puis on va mettre de l'ATP. Donc, en gros, c'est ça l'expérience. Vous avez des moteurs accrochés à la membrane, on avait utilisé une façon assez peu biologique de le faire, on avait utilisé streptavidine biotine pour l'accrocher. Et puis, on a mis des microtubules sur la surface de verre, on rajoute de l'ATP et on regarde ce qui se passe. Et ce qui se passe, vous allez le voir tout de suite. Donc là, on regarde en microscopie de fluorescence, vous voyez, ça serait le bas de la vésicule, et vous voyez que vous avez plein de tubes qui se forment, simplement tirés par ces moteurs, qui se forment sur les microtubules. Alors, on peut regarder un petit peu plus précisément où sont les microtubules et les membranes. Alors ici, les microtubules sont verts, les membranes sont rouges, mais vous voyez qu'on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure au début dans le film sur le réticulum endoplasmique. Vous voyez qu'on obtient des coexistences par endroits aussi entre les tubes de membrane et les microtubules. Donc ça montre que simplement des moteurs, a priori, sont suffisants pour tirer des tubes de membrane. Alors la question c'est comment ? Alors à l'époque, on avait quand même déjà monté une pince optique, on est allé mesurer la force. Grâce, avec la pince optique, comme a raconté tout à l'heure Jean-François, on peut mesurer la force qu'il faut pour tirer un tube. On avait mesuré une force de 30 piconewtons sur ces vésicules. Donc, si vous vous rappelez, donc, un moteur peut exercer une force maximum de 6 piconewtons, vous vous dites qu'il faut au moins 5 moteurs qui tirent à la fois. Le problème, c'est comment des moteurs qui sont accrochés, à la membrane mais qui ne sont pas couplés entre eux, comment peuvent-ils collectivement arriver à tirer un tube ? Et c'était là qu'on a donc eu besoin de Jean-François, Jacques et Auger à l'époque. Et leur proposition était la suivante. Elle utilisait les propriétés dynamiques de ces moteurs. Donc l'idée, c'est que si vous avez un tube de membrane tiré par des moteurs, en fait, les moteurs qui tirent sont ceux qui sont exclusivement à l'avant. Ceux qui sont à l'arrière, ils se déplacent le long des microtubules, ils sont accrochés dans la membrane, donc il y a une petite force visqueuse due à la membrane, mais en gros, ils vont se déplacer, mais ils ne tirent rien du tout. Le seul endroit où ils peuvent commencer à tirer, c'est quand ils arrivent au bout. Alors, quand ils arrivent au bout, je vous ai dit que s'ils arrivent au bout, ils commencent à tirer. Donc, il y a une force qu'ils exercent sur eux, donc ils vont aller moins vite. S'ils vont aller moins vite, on va commencer à créer un petit embouteillage, parce que ceux qui vont derrière vont à vitesse V0, ceux-là vont à une vitesse V inférieure. Donc, vous pouvez vous dire, on va créer un embouteillage qui va grandir et grandir et grandir. Sauf qu'effectivement, il y a aussi un flux sortant de moteurs, puisque la force qui s'exerce aussi sur ces moteurs à l'avant augmentant, ce moteur va avoir une probabilité de détachement aussi plus importante. Donc vous avez une balance entre les moteurs qui arrivent, qui s'accumulent un peu, et des moteurs qui repartent. Donc c'est un peu, en gros, les ingrédients du modèle qui avait été développé, qui décrivait ces flux de moteurs. Donc il y avait une première prédiction de leur modèle, qui était de dire on peut trouver les conditions pour la formation des tubes. Alors, en fait, vous vous doutez un peu intuitivement que la force qu'il faut pour tirer un tube dépend de la tension, c'est ce qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Donc vous vous dites que plus la tension va être élevée, plus il va falloir de moteur pour tirer. Et d'autre part, vous vous dites il faut quand même qu'il y ait assez de moteurs sur la membrane pour que statistiquement il y en ait assez qui arrivent au bout. Donc vous vous dites que les deux paramètres importants, ça va être ce qu'ils ont appelé ρ infini, c'est la densité de moteurs sur les vésicules, et la tension de membrane. Et ils ont calculé qu'il y avait un diagramme qui prédisait l'existence ou non de tubes avec un
il y a un paramètre critique qui est le rapport de ces deux quantités I, ici, qui dépend donc de la tension et la quantité de protéines. Et vous voyez que donc là, on a un cas où la tension de membrane est assez élevée, et vous voyez que malgré que vous ayez un certain nombre de moteurs, et ici on a quand même, ça c'est le nombre de moteurs effectivement qui tirent, vous voyez que malgré qu'on ait des moteurs qui tirent, il n'y en a pas assez, vous voyez que la vésicule n'arrive pas à former des tubes, forme des citrons, mais n'arrive pas à nucléer un tube. À l'inverse, quand maintenant vous diminuez la tension de membrane ou vous augmentez la quantité de moteurs, ah mince, je voulais voir celui-là. Alors attendez, où est-ce qu'il est celui-là? Voilà. C'était celui-là que je voulais voir. Donc, vous voyez, dans ces cas-là, les tubes se forment. Donc ça, c'était les conditions pour la formation des tubes. Et l'autre prédiction de leur modèle, c'est qu'on devait avoir une accumulation de moteurs de taille finie à l'avant des tubes. Alors pour ça, il a fallu qu'on marque les moteurs ou la position des moteurs. Donc c'est ce qu'avait fait Cécile. Et ce que vous voyez ici, c'est des images. Donc c'est des images du tube. Alors on ne voit pas beaucoup le tube, mais on voit surtout le bout du tube qui est plus fluorescent parce qu'il y a une accumulation. Et vous voyez qu'au cours du temps, donc le tube s'allonge, et vous voyez qu'au cours du temps, on a tout le temps une accumulation de moteurs au bout. Et ça, c'est des images complètes, vous voyez, des tubes. En fait, la partie bleue là, signifie qu'on a une densité plus élevée de moteurs. Donc il y a effectivement une accumulation de moteurs qui a lieu. Et donc je vais vous donner la prédiction qui avait été faite. Oups. Donc ça, c'est ce qu'on a mesuré. Ça, c'est le profil de densité de moteur. Donc là, c'est le bout du tube. Vous voyez qu'il y a une accumulation, la densité est plus élevée. Ça, c'est l'arrière du tube. Ça, c'est le signal qu'on a quand on regarde le signal des lipides. Vous voyez, ça, c'est le bout du tube. Donc le bout du tube, voilà, il n'y a pas de signal. Et là, on a un tube de rayon constant, donc on a une fluorescence constante. Et la prédiction du modèle, c'était que donc vous avez un profil exponentiel de distribution de moteurs, et la taille caractéristique de cette décroissance, lambda, elle va dépendre d'un certain nombre de paramètres dynamiques du système. Alors elle va dépendre de la vitesse sans force des moteurs et la vitesse de croissance des tubes, de cette différence ici. Elle va dépendre de cette quantité qu'on a déjà mesurée, qui était la probabilité de détachement en absence de force. Ça dépend de la diffusion des moteurs dans la partie du tube ici. Et en fait, on connaît tous les paramètres, à part un, qui est KB, la probabilité de se lier au microtubule. Donc, on a mesuré cette quantité en fonction de ce qu'on pouvait mesurer, c'est-à-dire la différence entre la vitesse du moteur sans force et la vitesse de croissance de nos tubes. Donc, on a tiré cette courbe ici, et à partir de là, connaissant tous les autres paramètres, là, décidément, on peut donc calculer cette probabilité de liaison des moteurs attachés à la membrane sur les microtubules. Ce qui n'était pas connu à l'époque et qui est un nombre assez raisonnable. Et à partir de là aussi, on a pu regarder combien de moteurs, effectivement, étaient impliqués dans cette expérience-là pour tirer les tubes. On avait trouvé qu'il y avait à peu près 20 moteurs dans cette expérience qui tiraient les tubes. Donc, alors maintenant, vous allez vous dire comment le réticulum est fait. C'est les moteurs qui tirent, c'est les protéines. En fait, on pense que c'est vraiment une combinaison des deux. Donc, je reviens sur... Ah, mais décidément, qu'est-ce qui se passe ? Décidément. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'était le réticulum. Donc, en fait, ce qu'on pense, c'est que dans le réticulum, les moteurs servent à initier les tubes, et que ces tubes, une fois formés, c'est-à-dire, si vous ne voulez pas toujours avoir des moteurs qui les maintiennent, il faut exercer une force pour garder ces moteurs. Pour stabiliser ces tubes, vous avez des protéines, et on a déjà entendu parler de réticulons, de alastine. Et c'est intéressant, c'est des expériences qui ont été faites in vitro par Tom Rapoport. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des petits liposomes, il les a incubés avec du réticulon, enfin, l'équivalent de la levure, la même chose des atlastines, et du GTP, parce que sans GTP, il ne voyait rien. Et vous voyez, donc là c'est le marquage de membrane, vous voyez qu'il arrive à reformer aussi des structures à ces concentrations-là, sans moteur, il arrive à former des tubes. Donc l'idée, c'est que les tubes sont probablement initiés par des moteurs qui permettent effectivement de fournir la force initiale pour les former. Et une fois que vous avez formé ces tubes, les protéines se redistribuent et stabilisent la déformation.
Alors, il n'y a pas que le réticulon, la slatine, il y a plein de protéines dans les cellules qui sont impliquées dans la déformation des membranes. Et il y a une classe de protéines particulièrement importante parce qu'on les retrouve en général dans toutes les parties courbées des différentes membranes de la cellule. C'est ce qu'on appelle les protéines à domaine barre. Et les protéines à domaine barre, c'est des protéines qui ont un domaine en forme de banane, comme vous voyez là. Donc ça, c'est un domaine de la protéine. Et donc, vous voyez qu'on a une structure, il y a différents types on va dire, de domaines barres. Il y en a qui ne sont pas très courbés, il y en a qui sont plus courbés, et il y en a qui sont même courbés dans l'autre sens. Et ces protéines-là, si vous prenez des petits liposomes, à nouveau, donc je parle de liposomes qui ont typiquement 200 nanomètres, vous mettez des lipides chargés négativement, donc toutes ces protéines ont une face qui est plutôt chargés positivement, donc en général, ils se lient à des membranes chargées négativement, et si vous les incubez à des concentrations relativement élevées, en bulk, ces protéines non seulement se lient aux membranes, et vous voyez qu'elles transforment ces objets sphériques en tubes. Et on a déjà entendu plusieurs fois que, effectivement, Jean-François vous a expliqué comment on pouvait former des tubes juste par la courbure spontanée. Donc on peut avoir des courbes. Si on a des protéines qui sont peu courbées comme celle-là, bah vous voyez qu'on a des tubes qui sont relativement larges. Quand on a des protéines plus courbées, on a des tubes plus fins. Et là, de façon intéressante, là c'est une protéine qui a une courbure inversée. On la trouve par exemple dans les phylopodes, enfin des structures qui ont une courbure négative en général, donc les protrusions des cellules par exemple. Et vous voyez que donc, si on l'incube à l'extérieur de la vésicule, vous voyez qu'au lieu de former des tubes, en fait, elles forment des espèces de doigts. C'est une vision 3D d'un liposome, et vous voyez qu'il y a plein d'invagination dans ce liposome. Donc, je vous ai dit que ces protéines, elles étaient impliquées dans plein de fonctions où on a des membranes courbées, et une importante, c'est l'endocytose liée à la clatrine. Alors, on a aussi entendu parler de l'endocytose liée à la clatrine. C'est ce qui permet à la cellule d'internaliser par exemple des récepteurs qui sont à la membrane plasmique ou des molécules qui sont à l'extérieur qui se lient et qui sont internalisées. Et donc, ça passe par plusieurs étapes de déformation de membrane, comme vous voyez ici, qui petit à petit implique la formation d'une structure très organisée qu'on appelle la clatrine, et qui implique aussi d'autres protéines. Enfin, ce que vous voyez, c'est qu'il y a différentes étapes de déformation où cette structure a un coût qui est de plus en plus petit, jusqu'à cette étape ici, où on a un coût environ 10 nanomètres. Et là, il y a une protéine importante qui s'appelle la dynamine, qui va couper la vésicule et qui va la détacher, qui va lui permettre d'être transportée dans la cellule. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces protéines avec des formes de croissants, on les trouve à toutes les étapes de formation de la vésicule de clatrine. Et à l'étape initiale, lorsque le cou est large, on voit qu'on on implique en général des protéines qui ne sont pas très courbées, plutôt de ce type F-bar, peu courbées. Et vous voyez que quand vous arrivez juste avant la fission, vous avez 3 protéines à domaine bar qui sont généralement très courbées, qui sont impliquées. Et la question, c'était est-ce qu'il y a un mécanisme de type curvature matching pour les recruter au bon endroit, au bon moment. Donc je vous rappelle brièvement ce que vous a déjà introduit Jean-François. Donc, si vous avez une membrane plane et que vous liez de façon asymétrique des protéines, donc ces protéines à domaine bar, si elles se lient, si elles interagissent avec la membrane pour des raisons électrostatiques, elles vont avoir tendance à courber la membrane. Vous pouvez avoir la même chose si maintenant vous avez des petites hélices amphipathiques qui se mettent entre les têtes polaires. Vous allez aussi avoir une surface ici qui va être plus large que la surface là. Et donc cette asymétrie crée aussi une courbure spontanée de la membrane. Donc ça, vous avez déjà aussi vu. Donc vous savez que dans ces cas-là, l'énergie de courbure d'Elfrich contient un terme qui est le terme de courbure spontanée de la membrane. Et maintenant, vous pouvez vous dire que si vous avez des protéines sur la membrane, plus vous allez avoir de protéines, plus cette courbure risque d'être importante. La question, c'est quelle est la relation entre la courbure spontanée de la membrane et la densité de protéines que vous avez sur la membrane. Donc, Misha Koslov, encore lui, a proposé au moins pour ce qui était des hélices amphipathiques, un couplage relativement simple entre cette courbure de membrane et la densité de protéines. Il a proposé que c'était linéaire dans ces cas-là. Et avec un paramètre qui est important, ça s'appelle la courbure spontanée de la protéine. Alors si vous avez des protéines en forme de banane, vous pouvez vous dire que ça a quelque chose à voir avec la forme de la protéine. Voilà. Et en gros, ça vous dit comment, localement, cette protéine est capable de déformer la membrane.
Donc maintenant, si vous avez une relation simple de type linéaire comme ça, vous voyez que si vous avez une membrane courbée et que vous avez des protéines qui ont une affinité pour la courbure, eh bien, vous avez, dans ces cas-là, vous allez augmenter ce paramètre C0 et vous allez réduire l'énergie qu'il faut pour courber la membrane. Donc vous vous dites que vous avez un peu en main un système où si vous avez une façon, si vous avez une membrane courbée, d'observer un enrichissement des protéines dans les membranes courbées. Donc là, ça a été des travaux qu'on a effectués pendant quelques années dans l'équipe. Alors ça impliquait différentes personnes. On avait commencé par Benoît Sor, qui maintenant est chercheur CNRS au labo PCC. Mijo Simonovic, lui, qui est à Columbia maintenant, qui est assistant professeur. Fong, qui est CNRS aussi dans mon équipe. Et c'était une collaboration de longue date avec Andrew Callan-Jones, qui est à Paris-Cité. Donc, vous allez vous dire comment on va faire pour pouvoir regarder si ces protéines ont une affinité pour la courbure. Donc c'est là qu'on a utilisé ce système dont vous avez entendu parler plusieurs fois, qui est ces tubes formés à partir de vésicules géantes et tirés, cette fois-ci pas par des moteurs, mais par des pinces optiques. Alors comment on s'y prend pour faire des nanotubes contrôlés? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend une vésicule géante. Donc maintenant vous savez ce que c'est. C'est un liposome qui va faire typiquement 20 microns. Alors je vais arrêter ça. Voilà, je vais vous montrer là. Donc vous voyez, hop, c'est parti, j'ai raté. Voilà. Donc vous voyez là, on a une image en transmission au microscope. Ce qu'on a là, c'est une bille qui est piégée par une pince optique, donc elle est tenue par la pince optique. On a des lipides biotinylés et des streptavidines sur la bille. Donc ça permet une adhésion locale de la bille et de la membrane. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer cette micropipette, donc cette micropipette qui tient la vésicule. On va la reculer. Et voilà, ça devrait repartir. Et vous devinez, parce que le tube est tellement petit, vous devinez qu'il y a un tube très fin entre les deux. Et vous avez dû voir que quand on a commencé à tirer, à un moment, la bille qui est piégée se déplace. Ça veut dire qu'il y a une force qui est exercée dessus. C'est la force qu'il faut pour tirer le tube. Alors on peut faire la même chose en microscopie de fluorescence. Et donc là, je vais vous montrer. On ne voit pas la bille, mais on voit mieux le tube. Donc là, c'est une autre vésicule. Mais en fait, vous voyez, on fait le contact. Et voilà, et maintenant on forme un tube, et on recule, et voilà, on a formé un tube. Donc, on sait déjà beaucoup de choses sur ces tubes. Donc Jean-François vous a dit que le rayon du tube était donné par le rapport de la rigidité de courbure de la membrane. Ça dépend de la nature des lipides qu'on met dans la membrane, de la tension. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, avec ce système-là, on a une façon de pouvoir contrôler directement la courbure du tube en changeant la tension. Vous voyez que si on change la tension, le rayon va changer. Et donc cette vésicule, non seulement elle est tenue par une micropipette qu'on peut manipuler, mais on peut aspirer. Et plus on aspire, plus la tension de cette membrane est grande, plus le rayon diminue. Donc en fait, on a une façon de pouvoir, si on est capable de rajouter des protéines, de regarder comment la liaison des protéines à la membrane courbée va dépendre de la courbure de la membrane. Donc voilà comment on va faire. On va d'abord tirer un tube avec une membrane qui va contenir des lipides négatifs. On va maintenant injecter la protéine à proximité du système. Là, vous voyez, la protéine ici est verte, le lipide est rouge, et vous voyez, normalement, il y a en microscopie à fluorescence, lorsque le signal vert et rouge, les signaux sont équivalents, normalement, on a une couleur jaune. Ce que vous voyez ici, c'est que sur la vésicule, on n'a pas vraiment une couleur jaune parce qu'il y a très peu de protéines, mais vous voyez que sur le tube, on ne voit pas vraiment de rouge ni de jaune parce qu'il y a beaucoup de protéines. Ça vous dit, et donc là, on a vraiment une concentration de protéines très faible sur la vésicule. Néanmoins, on est capable de voir que les protéines sont enrichies dans le tube. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on enrichit des protéines dans un tube? Alors, évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va réduire l'énergie. Plus on a de protéines qui ont une affinité pour la courbure, plus on les enrichit, plus on diminue l'énergie qu'il faut pour former un tube. Mais malgré tout, normalement, ces protéines, elles sont capables de diffuser entre le tube et la membrane. Et si elles sont enrichies localement, ça veut dire qu'on doit payer un coût en termes d'entropie de mélange. Donc, ce qu'on veut mesurer, c'est le rapport de densité de protéines dans le tube par rapport à la vésicule. Et ce rapport-là, quand il est plus grand que 1, ça veut dire que c'est enrichi. Quand c'est plus petit que 1, ça veut dire que c'est déplété. Donc, quelle est la physique derrière tout ça? Donc, ça, c'est des modèles qui avaient été faits par Andrew Callan-Jones, donc à l'université
comment c'est? Université, Cité Paris, oui c'est ça, Cité Paris. Voilà, donc en fait, dans son énergie, donc ça c'est l'énergie totale du système, donc ça, L, ça va être la longueur du tube, R, ça va être le rayon du tube, donc il y a un terme qui correspond à l'énergie, vous avez déjà vu plein de fois, qui est l'énergie de courbure d'une membrane nue, et donc il a rajouté un terme, c'est un couplage un petit peu plus compliqué qu'il a rajouté, pour tenir compte du fait que maintenant, lorsque la protéine va être sur la membrane, en fait, si le tube n'a pas la courbure, donc le rayon du tube n'est pas l'inverse de la courbure spontanée de la protéine, on a un coût énergétique qui est décrit par ce paramètre kappa bar, et donc, voilà, donc il y a un coût énergétique. Donc, toute déviation de la courbure par rapport à cette courbure optimale a un coût. Il faut tenir compte évidemment de la tension de la membrane et de l'entropie de mélange, donc je vous passe un peu les détails et je vous donne le résultat. Alors, le résultat, en fait, il est un peu compliqué. Il y a une solution simple qui nous intéresse bien parce que c'est dans le cas où on a une densité faible. Et donc, ce qu'il prévoit, c'est qu'on a quelque chose qui n'est pas monotone. On a une variation exponentielle qui varie comme le carré de la courbure. Et vous voyez que ce terme-là, effectivement, est optimum lorsque la courbure ou le rayon du tube est 1 sur Cp bar. Et donc, c'est les expériences qu'on a pu faire. On a fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a tiré des tubes, on a injecté, donc là je vous montre les expériences pour l'amphiphysin, qui est une des 3 protéines qui est recrutée à la fin de l'endocytose. Et vous voyez que quand vous regardez l'enrichissement en fonction de la courbure, donc là on est dans un cas où on a une densité sur la surface très faible, et vous voyez que l'enrichissement relatif devient énorme, et vous voyez que cette courbe, c'est la courbe qui correspond à l'expression proposée par Andrew, et de ce fit-là, sur différentes expériences, on a différentes densités, on a mesuré une densité, une courbure Cp bar qui est 1 sur 10 nanomètres. Et c'est intéressant parce qu'on peut comparer avec un régime extrême, qui est le cas où on a beaucoup de protéines en solution. Donc on a des tubes qui se forment spontanément, et ce qui avait pu être mesuré par microscopie électronique, et ils avaient mesuré un rayon de 11 nanomètres. Donc on a fait ça pour les 3 protéines qui étaient impliquées à la fin de l'endocytose, l'amphiphysin, l'endophyline et celle qui s'appelle sortinexin 9. Et vous voyez que dans tous les cas, on obtient effectivement une courbure spontanée de ces protéines qui est de l'ordre de 1 sur 10 nanomètres. Donc ça correspond bien à ce qu'on avait, enfin, à notre hypothèse, qu'effectivement ces protéines sont recrutées, alors elles sont effectivement, ces protéines sont à faible concentration sur les membranes, donc elles fonctionnent dans un régime basse densité, et qu'elles sont recrutées au dernier stade, quand le rayon du cou de la vésicule correspond à peu près à leur courbure spontanée. Elles sont recrutées parce qu'elles ont un domaine qui permet aussi de recruter la dynamine, qui est la protéine qui induit la scission dans cette endocytose. Donc, voilà. Donc là, je vous ai raconté ce qui se passe avec ces protéines lorsqu'on a une densité faible. La question, qu'est-ce qui se passe quand on a une densité forte sur les membranes? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous ai déjà montré de la microscopie électronique. Sur les petits liposomes, on obtient des tubes. Okay. Sur des vésicules géantes, si on met des concentrations importantes, on obtient des tubes. Sauf qu'on les voit cette fois-ci en microscopie optique. Donc vous voyez, ça c'est l'amphiphysin, celle qu'on vient de voir juste avant. Vous voyez que ça forme plein de tubes. Donc là, on parle de vésicules géantes. Et là, vous voyez, si vous mettez la protéine qui a la courbure inversée, vous mettez les protéines à l'extérieur, vous voyez plein de tubes vers l'intérieur. Bon, ça, c'est un peu qualitatif. On peut faire des choses plus quantitatives. Donc, ce qu'on avait regardé, maintenant, on s'est mis dans des conditions où on peut regarder la variation du rayon du tube, maintenant, lorsqu'on va changer la concentration de protéines qu'on a en solution. Plus on a de protéines en solution, plus on va avoir de protéines sur la vésicule, c'est ça qu'on est capable de mesurer. Et on regarde comment le rayon du tube varie lorsqu'on augmente la concentration en protéines sur la vésicule. Donc plus vous avez de protéines sur la vésicule, plus vous avez de protéines dans le tube. Et la question, c'est est-ce qu'il y a une limite et qu'est-ce qui se passe d'abord sur le tube, et ensuite, est-ce qu'il y a une limite? Alors, il faut que je vous dise qu'effectivement, on peut mesurer, je n'ai pas le temps de vous montrer comment, mais on peut mesurer indépendamment le rayon du tube à partir de la fluorescence des lipides. Donc le tube, on le mesure indépendamment, donc on mesure ce rayon en fonction de la densité. Vous voyez que quand on part d'un tube, ça c'est le tube nu dont on est parti, à cette tension constante, et vous voyez que plus on rajoute de protéines, plus le rayon diminue.
Ça veut dire que sur le tube, les protéines sont capables de faire une constriction jusqu'au moment où on atteint une sorte de saturation et où le rayon du tube ne varie plus. Et cette transition, c'est à peu près en surface, ça correspond à une densité sur la vésicule d'ordre de 5% de surface. Donc ça a aussi des conséquences sur la force. Donc on connaît la force qu'il faut pour tirer un tube d'une membrane nue. Vous savez que ça dépend de la racine carrée, de la tension et de la rigidité de courbure de la membrane. Donc c'est ce qu'on peut mesurer avec cette manip. On peut tirer un tube, mesurer la force qu'il faut en fonction de la tension, c'est ce qu'on voit là, et on peut injecter la protéine. Maintenant, on injecte la protéine, on laisse les choses s'équilibrer, et maintenant, on fait la manip, on refait la manip. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a non seulement que la force est plus faible, mais on voit qu'on passe d'un régime où on a une force qui dépend de la racine carrée de la tension à un système où la force va dépendre linéairement de la tension. Et ça, c'est caractéristique d'un système où on n'a plus des protéines qui sont simplement absorbées, mais qu'un système où les protéines se comportent comme un, je ne sais pas comment on dit scaffold. Hein? Ouais, non, bon, bref, mettons une coque, mais je dirais plutôt coque. Mettons que ça se comporte comme une coque autour du tube. Et donc, à partir de cette expression-là, on peut mesurer le rayon de la coque. Là, nous, on obtenait 7 nanomètres. Donc, et c'est aussi intéressant, vous voyez que ça s'extrapole effectivement à tension non nulle. On peut avoir une force qui est nulle pour tenir le tube. Et effectivement, si vous regardez au microscope, vous voyez que le tube, il est plus tendu, quoi. Voilà. Donc on peut après, on peut finir on peut se convaincre vraiment qu'on a un scaffold. Maintenant, en comparant deux expériences différentes, on peut mesurer, on peut calculer le rayon qu'on déduit de cette variation linéaire de la force avec la tension. Donc ce calcul de la force du rayon qui est ici, avec le rayon du tube qu'on mesure à partir de la fluorescence des lipides en fonction de la tension. Donc vous voyez que non seulement c'est constant, ça vaut 7 nanomètres, mais en plus on voit que ce soit en mesurant avec la pince optique ou avec le microscope, on obtient la même chose. Donc ça nous a convaincu qu'effectivement on arrivait à voir, alors qu'on a typiquement, on a calculé 30-40% de surface, de densité de surface, on obtient quelque chose qui se comporte comme une coque sur la membrane. Alors on n'a pas fait ça que pour l'amphiphysique, on a fait ça pour aussi l'endophyline. Alors on a fait ça avec une endophyline un peu particulière, vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc là on a fait exactement la même manip, donc c'est aussi une protéine avec c'est celle où on avait trouvé un rayon, enfin aussi un rayon, une courbure spontanée de 1 sur 10 nanomètres. On a fait la même chose, donc vous regardez que ce qui est orange ici, vous voyez que le rayon qu'on mesure à partir de la fluorescence est constant sur toute la gamme de tension à partir du moment où on a 30-40% de protéines sur nos tubes. Et donc Millot, qui faisait une thèse entre mon équipe et l'équipe de Greg Voss, où on fait des simulations numériques, avait regardé en fait comment ces protéines à ces densités-là étaient capables de s'assembler sur un tube. Donc il a fait différentes, comme vous voyez là, il y a différentes densités. Vous voyez que quand il y a très peu de protéines, elles sont complètement distribuées de façon un peu stochastique. Et vous voyez que quand la quantité de protéines augmente, en fait, ces protéines s'auto-assemblent et forment, comme vous allez le voir ici, elles s'auto-assemblent, elles forment, c'est pas un polymère, c'est quelque chose qui est auto-assemblé, et ça forme globalement, à l'échelle du tube, quelque chose qui va contraindre le tube et donc se comporter comme une espèce de coque mécanique. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'à la même époque, on faisait ces expériences-là. Il y avait notre voisin, Ludger Johannes, qui avait des résultats très intéressants. Donc, ces expériences que je vais vous montrer maintenant, elles ont été faites par Mijo Simonovic, toujours en collaboration avec Andrew Cala-Jones. Donc, cette fois-ci, c'est une collaboration encore avec l'Institut Curie, avec Ludger Johannes, aussi avec Jean-Baptiste Menville. C'est avec Anne Kenworthy aussi, Harvey McMahon pour les protéines et Jacques pour la théorie. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'endocytose liée à la clatrine. Ça, c'était celle qui avait été découverte la première. Depuis, on va dire, 15-20 ans, maintenant, il y a d'autres types d'endocytoses qui ont été découvertes qui ne dépendent pas de la clatrine, en particulier celle qui a été appelée fast endophyline mediated endocytosis.
Donc cette endocytose-là ne dépend pas d'un manteau, ne dépend pas mais dépend en fait de différents paramètres. Donc elle est utilisée, par exemple, dans le cas, donc c'est ce qu'étudie Ludger, dans le cas de l'endocytose d'une toxine qui s'appelle Shiga. Donc ce que vous voyez là, c'est l'extérieur de la cellule, là ce que vous voyez c'est l'intérieur de la cellule, et vous voyez quand on enlève un peu d'ATP dans la membrane, on arrive à avoir des longs tubes qui poussent, qui sont induits par la liaison de la Shiga-toxine à la membrane plasmique, et un petit peu plus que je vais vous raconter après. Donc, en fait, la différence entre la clatrine, l'endocytose qui dépend de la clatrine, où il y a un manteau qui forme des petites vésicules circulaires, la différence là, c'est qu'on a des structures qui sont des parts tubulaires, qui sont coupées, qui donnent des vésicules un peu patatoïdes, mais aussi ce qui avait été découvert. Donc, dans ce cas-là, la fission, le détachement dépend de l'assemblage de ce polymère, de cette GTPase qui s'appelle la dynamine. Ici aussi, ça dépend de la dynamine, mais même si vous enlevez la dynamine, ça coupe toujours. Donc, ce qu'avait pu montrer Ludger, c'était que, en fait, l'endophiline, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est jaune. Donc, vous voyez, là, c'est la toxine de Shiga, là, c'est l'endophiline. Et vous voyez qu'il y a une colocalisation directe entre l'endophiline et la Shiga-toxine. Et ce qu'ils avaient pu montrer, c'est que si vous enlevez la dynamine, ça coupe toujours, et si vous enlevez l'endophiline, vous voyez que, donc là c'est des images de microscopie électronique, on détecte la toxine de Shiga, vous voyez que dans le cas normal, en fait, les tubes sont coupés très vite, et si vous enlevez l'endophiline, les tubes sont plus longs, donc ce qui suggère que l'endophiline est impliquée dans la scission des tubes. Alors là, on avait un problème, parce que nous, dans nos expériences, on montrait, c'était là qu'on était un peu embêtés, parce que d'un côté, on trouvait des tubes très stables avec l'endophiline, et apparemment, dans la vraie vie, ça coupait les tubes. Donc, heureusement, Anne Kenworthy, en fait, elle a poussé un petit peu plus l'analyse. Elle s'est aperçue que ces tubes, qui étaient effectivement initiés par la liaison de la toxine de Shiga ou de la choléra sur la membrane, effectivement induisaient la formation de petits tubes, mais pour pouvoir grandir, ces tubes, ils étaient tirés par des moteurs moléculaires. Donc, elle avait montré qu'effectivement, il y avait les dinéines. Alors, les dinéines, c'est des moteurs qui marchent dans le sens inverse des kinésines. Et ces dinéines, effectivement, elles permettaient d'allonger les tubes. Alors là, on s'est dit, ben voilà, on va faire la même chose. Nous, on va utiliser notre pince optique pour pouvoir tirer les tubes et on va voir si ça coupe. Les mêmes tubes qui étaient stables, est-ce qu'ils coupent? Donc là, voilà, c'est l'expérience. Au départ, on a un tube couvert d'endophiline. Vous voyez les lipides ici. Bon, là, on va mesurer la force au cours du temps et on va voir ce qui se passe. Donc vous voyez, on étend le tube, on bouge un petit peu comme feraient des moteurs moléculaires, on étend le tube et vous voyez, ça casse. Vous voyez que la force augmente et le tube casse. Alors le tube, il casse en fait pour des vitesses d'étirement qui ne sont pas très grandes. On a vu que ça coupait pour des vitesses qui étaient plus grandes de plus que 20 à 30 nanomètres. C'est pas beaucoup. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, la kinésine, elle est à 600 nanomètres par seconde, et le dinéine, elle va encore plus vite. Donc c'est pas beaucoup. Et voilà. Et donc on a vu aussi que nos tubes, quand on perturbait la scission, on voyait des extensions qui étaient de ce type-là. Donc qu'est-ce qu'on connaît sur les tubes? Alors, je vais revenir un peu aux bases. Si on tire un tube d'une membrane purement lipidique, et donc vous voyez, on peut mesurer la force au cours du temps. Vous voyez que quand on tire un tube, on attend et on étend ce tube, vous voyez que la force reste constante. Donc là, on est allé à une vitesse de 300 nanomètres par seconde, on est même allé à 1,5 micron par seconde. Vous voyez que la force est un peu plus grande, mais la force reste constante et le tube ne casse pas. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, lorsque vous étendez un tube, pour pouvoir étendre le tube, vous avez besoin d'un flux de lipides qui va aller de la membrane jusqu'en le tube. Donc normalement, si vous tirez à des vitesses même de 1,5 micron par seconde, vous arrivez à équilibrer suffisamment la tension dans le tube par rapport à la membrane. Donc on s'est dit, il y a peut-être un problème de diffusion, peut-être que la présence de ces protéines, de ces manteaux, de ces coques d'endophiline, peut-être ça crée une barrière de diffusion pour les lipides. Donc pour pouvoir tester ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des expériences. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une technique où on a la fluorescence, on a le tube qui est fluorescent. Maintenant, on va éclairer suffisamment ce tube pour que la fluorescence soit tuée, on va dire. Et s'il y a de la diffusion, s'il y a une diffusion entre la vésicule et le tube, la fluorescence va revenir.
Donc c'est ce qu'on fait. Là, c'est ce qu'on peut faire quand il n'y a pas de protéines. Vous voyez, le tube est devenu complètement sombre et on regarde au cours de 3 secondes, on a déjà récupéré quasiment toute la fluorescence du tube. Vous voyez maintenant, on ne voit pas la protéine, mais je vous dis, il y a un coq de protéines sur le tube et vous voyez, vous pouvez attendre 40 secondes, il ne se passe rien. Et l'autre façon de faire, on s'est demandé aussi comment s'équilibrer la tension. Donc pour ça, on a regardé qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un tube. Donc là, on a un scaffold partiel. On a des protéines, vous voyez, ça scaffolde le tube, donc le tube est beaucoup plus fin. Si on a une membrane purement lipidique, lorsqu'on change la tension par la micropipette, en fait, si on change la tension, dans la pipette, on change le radion du tube. Et ce qu'on voit, c'est que dans le contrôle, quand on change la tension, on voit qu'il y a équilibre immédiat, quasiment, du rayon du tube. Maintenant, si on fait la même chose avec le scaffold, on voit qu'on a beau changer la tension ici, le rayon du tube ne change pas. Ce qui suggère que, en fait, la présence de la coque d'endophyline sur le tube limite l'advection des lipides lorsque vous allez étendre le tube. Alors on est allé un petit peu plus loin. En fait, on a regardé comment la force augmentait en fonction du temps lorsqu'on étirait ces tubes avec un scaffold. Donc vous voyez ces différentes vitesses, ces valeurs-là, c'est la vitesse à laquelle on a étiré le tube. Vous voyez que plus on va vite, plus la force augmente avec le temps. On a vu aussi que dans cette expérience, en fait, il y avait 2 régimes. Il y a un premier régime, quand on commence à tirer, où on a un régime élastique au départ. Donc la vitesse, le système se comporte comme si, finalement, on était à nombre de lipides constants et qu'on étirait le tube. Après un certain temps, on passe dans un régime visqueux parce que les lipides arrivent à passer progressivement sous la coque. Donc, pour décrire tout ce phénomène, en fait, ce que Andrew a proposé, c'est qu'en fait, il y avait une friction, lorsqu'il y avait cette advection, il y avait une friction entre la coque de l'endophyline et la membrane qui était dessous. Et en fait, cette friction fait que il va y avoir une différence de tension entre la tension de la membrane ici et la tension du tube. Ça, c'est la sigma 0, c'est la tension dans la vésicule. Et vous voyez qu'on s'attend qu'il y ait une augmentation de la tension qui va dépendre directement de la vitesse à laquelle on a tiré le tube, avec un paramètre qui va décrire la friction entre la coque et la membrane. Alors nous, je vais passer un peu les détails, mais on a regardé ça vraiment tout en détail, et on a pu mesurer qu'il y avait une friction qui était de l'ordre de 80 pascal secondes, et on a pu montrer comment ça dépendait un peu des détails moléculaires de la protéine. Donc, en fait, le modèle qu'on a proposé avec Andrew, on appelait, en fait, c'est un nouveau mécanisme de scission qui n'avait pas été, en tout cas, qui n'avait pas été proposé ou observé dans les cellules. On l'a appelé friction driven scission. Je suis désolée, c'est en anglais. Et donc FDS. Et donc l'idée, c'est que si vous avez une coque de protéines, lorsque vous allez étendre le tube, vous allez avoir une augmentation de la tension dans le tube à cause de cette friction, jusqu'au moment, en fait, les membranes sont relativement peu résistantes. Lorsque la tension augmente trop, finalement, il y a un trou qui est capable de se nucléer dans la membrane, et probablement l'endroit où ça va se nucléer le plus facilement, c'est à l'interface, quand vous avez un scaffold qui n'est pas complet, à l'interface entre le tube et la coque. Et ce pore va permettre la coupure du tube. Donc, voilà. Donc c'est à peu près ce qu'on a proposé. Et pour terminer, je vais vous montrer qu'on peut à nouveau revenir à mon première expérience de départ. La question qu'on s'est posée, c'était de savoir si on était capable de reproduire ça avec des moteurs qui tiraient les tubes. Donc là, on n'est pas pris des dinéines parce que c'est très compliqué. On est revenu à nos kinésines de départ. Donc on a refait la même chose. Donc, au départ, on a repris des vésicules géantes, on a recouvert avec les kinésines, on a mis des microtubules sur la surface. On a rajouté l'endophyline et on a regardé ce qui se passait. Et vous allez voir, donc là, vous voyez une vésicule, vous voyez un petit tube qui a été formé. Et vous allez voir que quand le tube s'allonge, voilà, ça cycle beaucoup, hein, mais vous voyez que ça coupe très vite. Et si on regarde au bout d'un certain temps sur la surface de verre, ce qu'on voit, c'est si on a la manip de contrôle, on n'a pas d'endophyline, on voit qu'on obtient les réseaux de tubes qu'on avait vus tout au départ. Et vous voyez que maintenant, quand vous avez l'endophyline, grâce à ce mécanisme de fission, vous voyez qu'il est suffisant pour maintenant passer d'un tube à des petites structures qui sont
On va appeler ça des vésicules ou des, je sais pas quoi, des patates. Et vous voyez aussi qu'effectivement, en présence d'endophyline, vous voyez que le nombre de vésicules avec des tubes diminue fortement et le nombre de tubes par vésicule aussi. Donc, ce qui montre que même avec des moteurs moléculaires, on est capable, dans ces conditions-là, de reproduire le système. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais essayer de remercier toutes les personnes, en tout cas, qui ont contribué à ce travail. Alors, dans l'équipe, il y avait Aurélien Roux, Cécile Leduc, Benoît Sor, Mio Simonovic, Fang. Et puis, je voudrais remercier aussi Pierre Nassois et Demain Cuvelier qui avaient été les premiers aussi à monter le système de pince optique dans mon équipe. Pour la théorie, Odji Campas au départ, Jean-François, Jacques, et puis ça, c'est pour la préparation des protéines. J'ai beaucoup apprécié au cours de toutes ces années ma collaboration, d'abord avec Bruno, et après, on a rajouté Ludger aussi, et puis Andrew, pour beaucoup d'années de collaboration sur la théorie, et pas mal de personnes à l'extérieur de Curie. Et je crois que j'ai encore un peu de temps pour une ou deux questions. Je vous remercie.